Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeatRater pour cette revue numéro 69 qui va être le passage en revue de 7 figurines, à savoir le Shiryu du Dragon version 3, ce qu'on appelle également Final Bronze Cloth, c'est indiqué juste ici, version Bandai EX que je vais vous comparer dans un premier temps avec la version Bandai classique que vous avez à droite, pour tout ce qui concerne le packaging et les contenus, et dans un deuxième temps, à la version bootleg de chez Great Toys qui pour l'instant était dans ma collection. Donc ça, ce comparatif sera plutôt axé sur les visages, mais également sur le rendu une fois la figurine montée. Alors pour vous, c'est peut-être une surprise de voir débarquer ce Shiryu du Dragon en revue numéro 69, en lieu et place du Kasa de Limnad, que j'avais prévu normalement de vous chroniquer, et d'ailleurs que je vous avais annoncé lors de la dernière revue. Le problème, c'est que le livreur en a décidé autrement, et c'est ce Shiryu qui a débarqué d'abord chez moi. Autrement dit, je fais avec ce que j'ai sous la main, et je chroniquerai le Kasa en revue numéro 70. Alors si on se concentre sur ce Shiryu, je vais procéder exactement de la même façon que ce que j'avais fait avec le Seiya de la même gamme, puisque rappelez-vous, ce Shiryu du Dragon est le deuxième à sortir dans cette gamme des Final Bronze Cloth EX. Le premier qui est sorti était le Seiya de Pégase que je vous ai chroniqué en revue numéro 51. Mes objectifs pour cette revue seront donc exactement les mêmes que pour Seiya, à savoir regarder quelles sont les évolutions techniques qu'il y a par rapport à cette version classique, mais également voir qu'est-ce que vaut cette figurine EX de chez Bandai par rapport à la EX existante de chez Great Toys. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging. Cette version EX que vous avez face à vous est donc une figurine d'import que j'ai achetée comme d'habitude sur ma boutique préférée, à savoir obigenki.com. Le lien sera dans la description. En ce qui concerne son tarif, elle tourne aux alentours de 90 € hors frais de port. C'est une figurine donc qui vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes fin avril 2022. Ce qui veut dire qu'elle ne débarquera de façon officielle en France que d'ici 2 à 3 mois. Et donc elle est toujours en précommande sur vos boutiques européennes. Pour ce qui est de la version classique, c'est une version bien plus ancienne qui a maintenant plus de 15 ans puisqu'elle date de 2005. C'est une version qui est trouvable très facilement sur le marché de l'occasion à des tarifs avoisinant les 40-50 €. Pour ce qui est des boîtes, face avant, vous allez retrouver sur la figurine EX exactement la même charte graphique que pour le Seiya du Pégase, avec le personnage en position neutre, avec à sa droite le symbole de sa constellation, donc le dragon. Vous avez en fond un fond qui est un peu rougeâtre, avec également les ruines du sanctuaire, donc qui bien entendu fait référence au moment du Junikyu-en, lorsque celui-ci a été détruit par les combats entre les renégats et les chevaliers d'or. Vous allez y retrouver également les différentes mentions, à savoir le nom du personnage, le fait qu'il s'agit de la Final Bronze Cloth, c'est-à-dire la dernière version des Bronze Cloth avant que celle-ci soit transformée en God Cloth. Vous avez les différents logos habituels. Vous avez également ici le nom du personnage avec un bandeau vert. D'ailleurs, ce qui est la raison pour laquelle vous n'aurez pas pour cette revue de fond animé, puisque le vert qui est prédominant sur le personnage, malheureusement, ferait interférence avec le détourage de mon fond vert. Donc pour éviter le moindre problème technique, j'aurai recours aujourd'hui à un fond blanc totalement neutre. Donc ce bandeau vert était rouge pour Seiya, donc bien entendu là on colle à la couleur de l'armure du personnage. Pour ce qui est maintenant de la devise du personnage qui est indiquée ici, le traducteur me traduit ça en me disant que il est le porteur de l'épée légendaire et que le dragon volant s'élance vers les enfers. Donc ça c'est ce qui est dit sur la version EX. Pour ce qui est de la version classique, il n'y a pas grand chose à signaler. Vous avez le personnage qui est également en position neutre, même si c'est un peu une position de garde. Vous avez à sa droite l'illustration traditionnelle de chez Araki. À cette époque, Bandai avait encore le droit d'utiliser les images de l'animé. Et en dehors de ça, rien à déclarer. Vous voyez que le fond est assez sombre. On ne discerne pas grand-chose. Bon, on devine un peu les colonnes grecques dans la nuit étoilée du sanctuaire du Junikyu-en. Mais bon, globalement, c'est pas aussi visible que ce que vous avez là sur la version EX. Pour ce qui est de la devise qui est présente ici, là c'est quand même beaucoup plus énigmatique,
puisque le traducteur me dit que il s'agit de l'héritage de l'âme dorée. Autrement dit, j'imagine que ça a rapport avec le fait que son armure vient du sang d'Athéna, et qu'il s'agit du dernier mystère de la vie. Donc voilà, c'est quand même très très énigmatique, bien plus énigmatique que le concret que l'on avait sur la version iX. Donc voilà pour ce qui est de cette face avant. Vous allez ensuite avoir au niveau des tranches des approches qui sont différentes, puisque vous avez simplement ici la représentation de la Pandora Box sur la version classique, alors que sur la version iX, vous avez la représentation de la forme objet telle que vous l'aurez si jamais vous la montez avec les pièces qui sont dans la boîte. Pour ce qui est de l'autre tranche, là aussi, il y a quand même une approche différente, c'est exactement la même chose sur la version classique. En revanche, vous voyez que sur la version iX, nous avons le personnage en position d'attaque, et ça met vraiment en avant cette chevelure bonus qui sera donnée dans cette boîte, qui permettra vraiment de faire une pose très dynamique. Ça, c'est pour les tranches. Vous allez avoir maintenant sur le verso, alors je vérifie que je suis bien dans le champ, oui je le suis. Sur le verso, vous allez avoir donc les différentes configurations sur la boîte iX avec la part belle qui est donnée aux positions d'attaque avec le Rosan Koryuha, le Rosan Shoryuha. Donc vous avez 3 positions d'attaque, une position plus ou moins neutre ici en fait qui montre Excalibur, et puis surtout, cette image-là qui est ni plus ni moins que l'image des retrouvailles entre Shura et Shiryu, lors de la réunion devant le mur des lamentations, juste avant que les Chevaliers d'Or le fassent exploser. Et là, je dis Bandai, bravo, bravo de nous mettre cette image-là, et surtout bravo de nous mettre ces 2 mains en bonus qui permettront de reproduire exactement cette même scène. Donc encore une fois, on est souvent très sévère avec Bandai quand ils nous font des économies de bout de chandelle, ou alors quand ils nous font des qualités qui sont parfois déplorables. Mais on peut souligner que des fois, ils ont cette petite attention qui fait plaisir, malheureusement qui est souvent très rare, et ici, eh bien, c'est exactement le cas. Ils n'avaient absolument aucune raison de nous mettre ces 2 mains bonus, de nous permettre de faire ce visuel, et ils y ont pensé, ils ont fourni ces 2 mains. Et rien que pour ça, eh bien, je dis coup de chapeau. Bon après, évidemment, faut pas que la figurine soit pourrie non plus, mais en tout cas, cette petite attention, moi, personnellement, me va droit au cœur. En dehors de ça, vous avez les différentes configurations de visage ici, a priori ils sont au nombre de 5, et puis vous avez aussi une visualisation ici de la forme objet. Alors personnellement, je trouve que cette boîte est assez jolie, avec notamment le fond ici qui fait la part belle au dragon. Maintenant, je la trouve tout de même un peu chargée. On a l'impression ici que Bandai veut faire vraiment étalage de tout le contenu qu'il y a dans la boîte, et qui a l'air tout de même assez riche, c'est-à-dire mettre en avant ces 2 chevelures bonus, mettre en avant ces 2 mains bonus, faire en sorte de faire étalage de tout ce qu'il y a dans la boîte, et malheureusement ça se fait au détriment de la lisibilité de la boîte. Je veux dire, il y a juste qu'à comparer par rapport à la version classique qui apparaît tout de même beaucoup plus claire. Bon, bien entendu, elle a le défaut de sa qualité, à savoir que si elle est claire, c'est aussi parce qu'il n'y a pas autant de contenu que dans cette boîte iX. Visiblement, il n'y a que 2 visages, un visage aux yeux ouverts et un visage aux yeux fermés, et ensuite pour ce qui est des poses, eh bien, vous avez une seule chevelure, donc c'est celle que vous allez devoir utiliser pour toutes vos poses. Le fond qui est utilisé, quant à lui, est à mon avis beaucoup trop terne, et personnellement, eh bien, je préfère largement les couleurs qui sont utilisées sur cette boîte. Donc en somme, eh bien, je préfère largement l'arrière-plan qui est utilisé sur cette boîte iX. Maintenant, je le trouve un peu trop chargé, et j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de clarté et de choix qui soient faits pour montrer les personnages. Par exemple, simplement supprimer ce visuel-là, où on voit Shiryu qui montre son Excalibur. Bon oui, ça on a l'habitude. Ça permettait de gagner un petit peu en clarté, ce qui nous aurait permis par exemple de mettre ce visuel-là ici à la place de celui avec le Excalibur. Enfin, tout ça, de toute façon, ce sont des détails. Il s'agit vraiment d'une très belle boîte. Du côté de la iX, c'est une boîte qui donne vraiment l'eau à la bouche. On a vraiment très hâte d'ouvrir la boîte et de manipuler cette figurine. Pour ce qui est de la partie haute, eh bien, rien à déclarer du côté de la classique. En revanche, du côté de la iX, eh bien, on retrouve l'hôtel d'Athéna, lieu où Shion fait évoluer les armures des bronzes dans leur version Final Bronze Cloth. C'est exactement la même chose pour la version de Seiya.
Et en dessous de la boîte, eh bien, il n'y avait rien de spécial pour la version classique, alors que maintenant, comme vous le savez, Bandai a pris l'habitude, à côté des mentions légales, de mettre également le personnage dans une position d'attaque. Donc voilà pour ce qui est de ces boîtes. Donc comme je l'ai dit, une boîte pour la version EX qui met l'eau à la bouche. Donc sans plus tarder, on va passer au contenu. Allez, donc c'est parti pour ces contenus. Je vais passer très rapidement sur la notice de la version classique parce que c'est pas vraiment l'objet du jour, mais vous voyez qu'on a la couleur que l'on avait tout à l'heure sur la boîte, c'est-à-dire un vert un peu passé. Ce qui en revanche est le point focal du jour, c'est la version EX, donc la notice de la version EX, qui va bien entendu reprendre le même code de couleur que la boîte. Vous remarquez notamment ce très joli dragon sur les ruines que je décrivais tout à l'heure. Donc moi personnellement je suis très fan de cette charte graphique qui a été adoptée sur ces V3 EX. À l'intérieur vous avez donc le traditionnel plan de montage que je vais vous laisser apprécier. Donc vous voyez notamment à gauche le recensement des différentes pièces et les deux chevelures bonus que l'on va découvrir après dans les blisters. Le schéma de montage se poursuit à l'arrière de la notice, et donc vous avez le visuel de la charte graphique dont je vous parlais juste avant. Donc ça, c'est la paperasse, c'est un peu secondaire, ce qui nous intéresse ce sont les contenus, avec du côté de la classique, eh bien, j'ai envie de dire que du classique. Vous avez donc le personnage, la majeure partie des pièces d'armure, pas toutes, il manque la jupe, si je dis pas de bêtises, qui est sur le blister suivant, donc il y avait deux blister. Bon, ça c'était tout à fait traditionnel puisque les boîtes s'ouvraient en papillon. Donc la plupart du temps nous avions deux blisters. Ici donc sur le blister principal, eh bien le personnage et vous avez notamment, et chose qui n'était pas commune à l'époque, une tête bonus qui était en fait le visage aux yeux fermés de Shiryu. Donc bon ça, Bandai pouvait difficilement faire l'impasse sur le fait de nous fournir ce visage supplémentaire. Donc cette figurine faisait partie des rares classiques à posséder plusieurs visages. Donc ça, c'est ce que l'on avait sur la classique. Remarquez que le personnage n'avait pas de main civile à l'époque, et c'est quelque chose qu'a repris ici Bandai sur sa version EX. Vous voyez que le personnage, lui non plus, n'a pas de main civile. Bon, ceci n'est pas une surprise. Alors, je vais faire comme ça permettra d'avoir une meilleure vision du personnage. Donc ceci n'est pas une surprise pour nous, puisque c'était déjà le cas sur le Pégase. Il n'avait pas non plus de main civile. Donc le personnage ici de Shiryu n'en a pas davantage. Sinon, dans ce blister, eh bien, à la différence du précédent, vous allez avoir ici la totalité des pièces d'armure qui sont réunies dans un seul blister. Et dans ce blister, vous avez également, vous voyez, les 5 visages, alors 4 visages ici, plus le visage du personnage, qui sont fournis avec le personnage. Ce qui fait un blister qui est quand même bien rempli, à tel point que c'est peut-être la raison pour laquelle Bandai ne nous a donné qu'un seul jeu de protège-main. Bon, ça c'est encore une fois un peu pingre de leur part, mais bon, de toute façon on savait déjà plus ou moins, puisque avec Seiya c'était exactement la même chose. Je remarque déjà que la stratégie de Bandai a changé pour ce qui concerne les épaulières de Shiryu, puisque vous voyez que ici, nous avons des sous-épaulières qui sont visiblement indépendantes de l'épaulière en elle-même. Ce qui veut dire qu'a priori, ces épaulières vont venir se fixer sur les épaules. Alors ça, j'aurai l'occasion sans doute d'en parler après avec le montage. Ce n'était pas du tout ce qui était adopté sur la version classique, puisque vous voyez que les sous-épaulières étaient intégrées à l'épaulière. Alors ce qui n'était pas gégène, parce qu'en fait on avait du mal à épouser l'épaule du personnage. Le rendu n'était pas forcément toujours optimal en fonction des poses. Ici, le fait d'avoir l'épaulière qui serait a priori vraiment collée sur l'épaule du personnage va permettre sans doute d'avoir un meilleur rendu, quelle que soit la pose que l'on décide de faire. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être plutôt positif, mais bon, ça, on pourra en juger vraiment quand la figurine sera montée. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Alors comme ça également, je remarque que au niveau de la peinture de la version EX, on est quand même plus foncé que la version classique, ce qui m'a l'air d'être un peu plus raccord avec l'animé pour le coup. Donc ça, c'est pour le premier blister. Je vais faire un peu de ménage. On va s'intéresser au deuxième blister. Alors côté classique, eh bien vous voyez qu'on a le reste des pièces d'armure, donc notamment ici cette jupe, les différentes paires de mains. Donc si on compte la paire de mains qui était déjà sur le personnage, on avait donc 3 paires de mains plus une main Excalibur. Bon, ce qui n'était pas formidable niveau quantité, mais qui était correct pour l'époque. Vous avez aussi donc bien sûr les différentes pièces du porte-armure, la chevelure bonus, la chevelure qui se met
avec en dessous de la chevelure principale du personnage, donc on avait une double épaisseur en fait. Et puis surtout on avait ceci. Alors ceci c'était un casque bonus qui permettait de customiser les versions 2 classiques qui malheureusement souffraient de visages totalement hideux. Et si on avait envie d'améliorer l'apparence de ces figurines-là, on pouvait notamment récupérer le visage de la version 3 et le mettre en association avec ce casque et ensuite venir customiser ces versions 2 classiques qui ressemblaient plus à des pop qu'à des mid-close. Donc ça c'était pour la classique, et pour la EX nous avons donc un blister supplémentaire qui va contenir les fameuses chevelures bonus qui vont permettre vraiment de faire des poses super dynamiques, donc ça c'est vraiment une très bonne idée de nous les avoir fournies. Remarquez aussi que nous avons donc les différentes paires de mains, donc cette fois-ci 3 paires de mains plus celles qui étaient sur le personnage, donc 4 paires de mains totales, ce qui est quand même un peu mieux que pour la classique, parce que ici vous voyez qu'on a 2 Excalibur et pas une seule, et surtout nous avons la fameuse paire de mains bonus que j'évoquais tout à l'heure lors de la découverte de la boîte, qui va permettre de reproduire la poignée de main avec Shura. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée de nous l'avoir fourni. Donc vous voyez qu'en termes de contenu, on est quand même assez riche hein, sur la version EX, et pour l'instant, mon enthousiasme est toujours au plus haut. Le dernier blister est celui qui contient les pièces qui permettent de former la forme objet. Donc voilà, ici, bon, rien de vraiment spécial à décrire. Donc voilà pour ce qui est des contenus. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, eh bien, je suis toujours super enthousiaste. Je vais retirer les couvercles des blisters et on va voir ça un peu plus dans le détail. Allez, donc on regarde ce que ça donne sans les couvercles, avec d'abord ce blister qui est le plus intéressant, hein, puisque ça va nous permettre vraiment de juger un peu mieux de la couleur de l'armure, même si mon éclairage n'est pas forcément optimum. Donc vous voyez notamment que la peinture est tout de même plus foncée que sur la version classique. Au niveau des pièces d'armure, eh bien on a du full metal, hein, bien entendu, hein, quasiment toutes les pièces sont en métal. Les seules qui font exception sont bien sûr le diadème, qui est la plupart du temps, mais qui est même d'ailleurs toujours en plastique. Bon, évidemment, il faut une certaine élasticité de la pièce pour pouvoir coller au mieux au visage du personnage, d'où le choix de ce matériau. De même, hein, on aura les sous-épaulières qui, elles aussi, sont en plastique pour épouser au mieux les épaules du personnage. Vous remarquez qu'il y a les petits bandeaux hein, sur les bras du personnage, comme dans l'anime et le manga d'ailleurs, donc ça c'est plutôt bien. D'ailleurs Seiya bénéficiait également de ces bandages sur les biceps. Ensuite, vous avez ici cette jupe intéressante parce que, bon, bien sûr, elle est full metal, y compris la boucle de ceinture. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez qu'au niveau du système de fixation du pan latéral, alors même si c'est en plastique, on a tout de même une charnière qui est à l'intérieur de la jupe, ce qui est beaucoup plus discret que le système qu'ils avaient adopté sur le Albéric de Maigres. Donc on peut regretter d'autant plus ce choix qu'ils avaient fait sur Albéric, que là vous voyez qu'ils l'ont fait correctement sur ce Shiryu. Donc c'est malheureusement déplorable qu'ils n'aient pas adopté cette solution plus tôt sur l'Asgardien. On découvre les différents visages sur lesquels je vais m'attarder juste après en comparaison avec les visages Great Toys. Donc vous avez le visage neutre, donc plutôt beau visage a priori. Maintenant est-ce qu'ils sont ressemblants? Bien, on le verra juste après. Donc le visage action, un visage, alors c'est pas un visage neutre, hein, mais il y a un petit rictus, qui est une expression qui n'est pas forcément très courante sur Shiryu. Le visage traditionnel aux yeux fermés, solennel, et le visage criant, yeux fermés. Donc ça, vous voyez, on a quand même un panel de visages qui est quand même assez important. Donc ça, c'est pour ce blister, donc voilà pour ses contenus. Et puis l'autre blister fait apparaître les différentes paires de mains. Donc vous avez les mains qui permettent d'envoyer le Rosen Koryuha. Vous avez ici les mains avec doigts crochus, et puis la main typée Excalibur. Les chevelures bonus. Donc ça, bien sûr, on essaiera de se faire plaisir juste après avec le posing. Donc voilà, j'essaye de vous les rendre au mieux avec l'éclairage. Donc voilà, et enfin, la dernière paire de mains que je décrivais tout à l'heure. Vous voyez, alors bon, je les ai mises l'une dans l'autre et ça s'emboîte très bien. Donc voilà pour ce que ça donne sans les couvercles des blisters. On va se retrouver dans un instant pour le comparatif des visages avec la version Great Toys.
Allez, donc c'est parti pour le comparatif des visages, et à mon avis ça risque d'intéresser quelques personnes, dans le sens où Great Toys avait quand même mis la barre assez haute concernant son visage de Shiryu, donc ça va être intéressant de voir si Bandai a réussi à relever le gant. Alors, pour ce qui est du nombre, on a 6 visages du côté de Great Toys, 5 du côté de chez Bandai, donc là on pourrait déjà croire qu'au niveau du nombre, il y a une nette victoire pour Great Toys. Néanmoins, quand on regarde l'utilité des visages, on se rend compte que c'est plutôt dans l'égalité que l'on est, ou si vraiment on doit choisir un vainqueur pour ce qui est du nombre, eh bien on ira plutôt du côté de chez Bandai. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Bon, évidemment ces deux visages-là sont communs, ces deux visages-là également, et ici donc vous avez un visage avec un rictus, et en lieu et place de celui-ci, pour Great Toys, vous avez un visage avec un bandage. Alors, pourquoi ce visage n'est pas très utile? Eh bien c'est très simple. Au moment où Shiryu apparaît dans le Junikyu-hen, et au moment où il a le bandage sur les yeux, il n'est pas encore porteur de son armure V3, il est porteur de son armure V2, et encore, il ne porte même pas son armure avec les bandages sur les yeux, puisque à un moment, en fait, il se prend une petite pichenette par Doko, et ça lui fait sauter le bandage qu'il a sous les yeux. Donc ça veut dire que en fait, ce visage-là n'aura aucune utilité dès lors que vous mettez votre personnage avec son armure, qu'elle soit de version 2 ou de version 3. Donc à partir de là, eh bien, ça supprime plus ou moins un visage du côté de chez Great Toys, celui-ci est commun également, alors que celui-ci, vous voyez, est a priori également inutile, sauf encore une fois si vous faites une version civile. Donc ce qui veut dire qu'au final, on a vraiment 4 visages utiles avec l'armure pour Great Toys, tandis qu'on en a 5 pour Bandai. Donc ça c'est pour ce qui est du nombre. Maintenant on va s'intéresser au plus important, à savoir la qualité. Donc, on va commencer par le visage neutre, que je vais vous comparer bien entendu au Setei. Alors le Setei, je vais essayer de le mettre en gros tout à droite, et ça, eh bien, je vais le réduire pour qu'on puisse bien comparer les deux. Donc, je vais garder Bandai à gauche et Great Toys à droite. Bon, quand on regarde ces deux visages-là par rapport au Setei, eh bien, j'ai envie de dire que il n'y a pas photo en ce qui concerne la fidélité. La vérité est plutôt chez Great Toys. Alors, sur quoi je me base pour dire ça? Eh bien, on va regarder ça en gros plan chez Bandai. D'abord, en termes de chevelure et de mèche de cheveux, eh ben, c'est pas gégène en fait, hein. Aussi bien en termes de forme de la houppette. Vous voyez que on a ici un manque de volume, ça devrait descendre un peu plus bas, et puis surtout cette grosse mèche de cheveux descend beaucoup trop sur le visage. De manière générale, de toute façon, les mèches de cheveux civils cachent un peu trop le visage sur la version Bandai. Et bon, donc ça c'est pour la partie haute, et pour la partie basse, eh bien ça manque cruellement de volume sur les côtés. Donc vous voyez qu'on est quand même assez loin de la chevelure du personnage. Pour ce qui est maintenant du visage, eh bien c'est là aussi qu'il y a un souci. D'abord, vous vous rendez compte qu'au niveau des iris, on a des iris qui sont trop grosses, et surtout, on a un visage qui est beaucoup trop rond, beaucoup trop court, et en fait, là où on voit qu'il est court, c'est au niveau de la longueur du nez. Donc tout ça me fait dire qu'au niveau de ce visage, c'est un beau visage, mais a priori c'est pas vraiment Shiryu, je lui trouve un côté un peu trop juvénile, voire féminin. Donc ça c'est pour ce que l'on a chez Bandai. Maintenant, pour ce qui est de Great Toys, eh bien en revanche, vous remarquez qu'il y a quand même beaucoup de traits communs par rapport au Setei qui est à droite. D'abord, la forme de cheveux est quand même plus en accord avec ce qui est à droite. Alors certes, il y a quand même un problème ici de délimitation entre la partie mèche et puis la partie arrière de la chevelure. Donc ça, on est assez coutumier du fait, mais du point de vue de la forme générale, eh bien, la chevelure me semble plus fidèle tout de même que la chevelure Bandai. Surtout, là où il y a plus de fidélité, eh bien, c'est sur la forme du visage. Donc vous voyez qu'il est bien allongé comme sur le Setei. On a également une forme des yeux qui est cohérente là aussi avec le Setei. Alors si on doit faire une petite critique, c'est au niveau de la position des sourcils qui devrait être un tout petit peu plus bas sur l'œil. Le nez est bien. Là où par contre il y a un problème de fidélité, alors je ne sais pas si c'est dû à ma version ou alors si c'est comme ça pour toutes les versions Great Toys de Shiryu V3, mais il a, vous voyez, les yeux verts alors que normalement Shiryu a les yeux bleus. Donc sinon, en dehors de ça, eh bien, vous vous rendez bien compte que ce visage est quand même très fidèle au Setei. Donc je vais vous les remontrer côte à côte pour bien
que vous puissiez visualiser la différence et l'avantage ici qu'a Great Toys sur la Bandai. Clairement dans cette config, la victoire est nette chez Great Toys. Alors quand je dis dans cette config, c'est tout simplement parce que là on est avec chevelure civile. Maintenant on va voir ce que ça donne une fois casqué. Donc ici, je vais vous montrer la deuxième configuration que j'ai sélectionnée. Alors sur la deuxième configuration, on n'est toujours pas casqué, mais c'est simplement pour vous montrer le visage aux yeux fermés. Encore une fois par rapport au Setei. Et on va retrouver en fait ce que je viens de dire avec les yeux ouverts, c'est-à-dire malheureusement une forme de visage qui n'y est toujours pas pour la Bandai. Vous voyez qu'on est toujours trop rond. Et pour ce qui concerne le visage fermé, donc là je vais rien dire sur la chevelure, parce que j'en ai déjà parlé, mais pour ce qui est des yeux clos, eh bien on se rend compte que ça manque encore une fois de longueur de visage, ce qui fait qu'il a des yeux qui sont plus petits que ce qu'ils devraient être sur le Setei, ce qui lui confère cette fois-ci un visage qui est quand même assez sombre. Alors à mon avis, ça peut aussi être un parti pris pour aller en adéquation avec les chevelures bonus, parce que cet air de visage peut marquer aussi une grande concentration, c'est-à-dire au moment où il concentre justement son énergie et au moment où il peut avoir les cheveux en l'air par exemple. Donc peut-être que c'est un parti pris de la part de Bandai, mais toujours est-il qu'on perd en fidélité dans cette configuration civile. En revanche, pour Great Toys, eh bien, on va retrouver les mêmes qualités que ce que l'on avait tout à l'heure avec les yeux ouverts. Simplement ici, eh bien, vous avez des yeux qui sont peut-être cette fois-ci un peu trop bas sur le visage. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc c'est un peu moins bon que tout à l'heure avec le visage aux yeux ouverts. Mais bon, ça reste tout de même meilleur globalement que Bandai en termes de fidélité, encore une fois pour cette configuration civile. Voilà, on va arriver sur la troisième configuration que j'ai sélectionnée, et c'est là où on va aborder les configurations avec casque. Bon, on a quand même un choix qui est assez important d'expression de visage avec les Setei, donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir comparer avec les Setei que me fournit Great Toys, que me fournit DFK, pardon. Parce que sans ça, franchement, on aurait du mal à juger de la fidélité des personnages. Alors, au niveau de la configuration casquée, qu'est-ce que l'on peut en dire? Eh bien, du côté de chez Bandai, c'est déjà beaucoup mieux dans cette configuration que tout à l'heure. Bon, évidemment, ça ne supprime pas le côté trop court du visage et les iris qui sont trop grosses. En revanche, la forme de la tête avec le casque est tout de même plus fidèle que celle de Great Toys. Alors, au niveau de Great Toys, la longueur du visage, tout va bien. Maintenant, on remarque que, vous voyez, l'intégration du diadème dans la houppette, elle est moins discrète qu'au niveau de Bandai. Vous remarquez aussi que la houppette, cette fois-ci, est un peu mieux, sans doute, chez Bandai. Vous avez plus de volume ici. Vous voyez qu'on manque un peu de volume là. Et puis là où on va faire une grosse différence, c'est au niveau du diadème. Alors le diadème, vous voyez qu'il est un peu trop vers la hauteur hein, pour ce qui est de Great Toys. Également, il y a pas mal d'épaisseur sur la partie centrale. Alors que du côté de chez Bandai, il est un peu plus en largeur et il est beaucoup plus court en hauteur. Et ça correspond davantage à ce que l'on a sur le Setei. Donc ici, eh bien, je dirais que c'est selon nos priorités. Si la priorité est au rendu casqué et puis qu'on s'en fiche un petit peu de la fidélité à 100% du visage, et bien dans ce cas-là, on serait tenté de donner la victoire à Bandai. Si en revanche c'est la fidélité du visage qui est toujours primordiale, et bien dans ce cas-là, la victoire va quoi qu'il arrive à Great Toys. Mais en tout cas, ici c'est beaucoup plus close comme comparaison entre Bandai et Great Toys. Ensuite, alors la quatrième configuration, ça va être celle avec les yeux fermés et casqués. Donc ici, eh bien, je vais être condamné à répéter ce que je viens de dire, à savoir que le rendu casqué est meilleur sur la Bandai et que le visage, lui, par contre, est moins fidèle. Donc là, je vous laisse simplement apprécier la comparaison pour que vous puissiez vous faire une idée précise par rapport à ce qui est à droite.
En tout cas, une chose est sûre, hein, on se rend compte vraiment avec ce visuel-là à quel point le visage Bandai est court. Hein. Vous voyez, le casque s'arrête à peu près au niveau du menton presque, alors que ici, eh bien, il est encore au niveau des joues. Donc ça prouve clairement ici que le visage, il est vraiment trop court. Maintenant, par acquis de conscience, je vais vous montrer les derniers visages. Donc, par acquis de conscience, parce que malheureusement ici, je n'aurai pas de quoi comparer, parce qu'au niveau des CTI, je n'ai pas cette expression-là casquée. Alors, je l'ai en version civile, plus ou moins, mais pas en version casquée, donc ça perdrait un peu de son intérêt. Donc là, je vais simplement me contenter de vous comparer les deux ensemble. Donc, vous avez ici donc l'expression du visage d'attaque. C'est plutôt bien des deux côtés. Vous remarquez que comme le visage est allongé par l'expression d'attaque, on a moins le problème de visage rond qu'on avait sur les autres visages. Maintenant, en termes d'expressivité, eh bien, je dirais que je suis quand même un tout petit peu plus convaincu par l'expressivité du visage Great Toys. Maintenant, c'est quand même assez proche. Et puis surtout, je suis assez curieux de voir ce que donnera ce visage avec les chevelures dynamiques. Ça risque de faire quand même un truc chouette. Donc ça, réponse tout à l'heure, juste après le montage. Ensuite, on a ce visage-là qui nous est donné. Alors, hop. Celui-ci avec le Great Toys. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc on va retrouver exactement la même chose que sur le visage précédent. À ceci près maintenant que vous avez les yeux clos. Voilà. Il va nous rester le dernier visage de chez Bandai, sachant que les deux derniers sont des visages avec bandage pour Great Toys, donc ce n'est pas très intéressant. Donc celui-ci, on va s'attarder dessus simplement pour se dire que effectivement c'est pas une expression qu'arbore énormément Shiryu dans l'animé. Et puis surtout, avec ce visage-là qui avait déjà un côté un peu juvénile, lui rajouter un sourire, ça accentue encore ce côté un peu enfantin. Maintenant, en ce qui concerne l'expression, c'est peut-être celle que Shiryu arbore au moment où il retrouve Shura, juste en face du mur des lamentations. Donc ça, faudrait le vérifier dans l'animé, mais c'est peut-être la raison de la présence de ce visage dans la boîte. Maintenant, si on essaye de faire un bilan par rapport à ces visages, on peut dire qu'au niveau de la variété des visages, il y a quand même un léger avantage chez Bandai. Au niveau de la qualité des visages, de la ressemblance des visages avec le CTI, là par contre, l'avantage va clairement à Great Toys. De même pour la ressemblance des chevelures, on est plutôt dans le vrai chez Great Toys. Maintenant, là où il y a l'avantage chez Bandai, à mon avis, c'est sur le rendu casqué, puisque le casque est tout de même plus fidèle, et l'intégration de celui-ci dans la chevelure, et la chevelure d'ailleurs casquée en elle-même, sont plus fidèles au CTI. Donc voilà pour ce qui est des visages, on va se retrouver dans un instant avec le comparatif des pièces d'armure de la Bandai face à la Great Toys. Allez, donc on va aborder les pièces. Alors devant vous, vous avez Great Toys à droite, Bandai à gauche. Vous n'avez pas toutes les pièces d'armure sur la table, hein. J'ai fait vraiment une sélection entre les pièces qui étaient les plus intéressantes. Vous avez en revanche toutes les paires de mains ici. Donc 4 paires de mains des deux côtés et des mains qui se ressemblent énormément du point de vue de la forme. Donc on va commencer par ça, avec d'abord le poing fermé, ce qui va être l'occasion pour nous également de regarder les protège-mains. Donc protège-mains dont vous voyez la différence d'épaisseur, hein, un protège-main qui est plus épais, un peu plus mastoc sur la version Great Toys, et qui a été affiné, un peu plus profilé sur la version Bandai. Donc là on gagne bien sûr en esthétique. Vous remarquez également, chose importante, c'est les jointures, donc peintes en gris sur la Bandai et restées de la même couleur sur la version Great Toys, donc la même couleur que le reste de la main. Et ici, eh bien, la vérité, vous allez voir sur l'image à droite, elle est chez Bandai. Les jointures sont bien grises sur l'image. Ensuite, vous remarquez également que le grain de peau n'est pas le même, hein. On a une teinte un peu saumonée, on va dire, sur la version Great Toys et plutôt jaunâtre sur la version Bandai. En termes de qualité de peinture et de sculpte des doigts, eh bien c'est à peu près équivalent des deux côtés. Pour une fois, vous voyez, au niveau de Great Toys, on a fait du bon boulot, c'est de la bonne mise en peinture. Bon, chez Bandai, pas de problème, on a l'habitude de ça, au niveau de la peinture des doigts en tout cas. Pour ce qui est de cette deuxième main, donc main grande ouverte, alors elle n'est pas tout à fait identique des deux côtés, puisque vous voyez qu'au niveau de l'angle du doigt, du pouce, on est un peu plus rentré au niveau de la Bandai. Sinon ici, eh bien, ça va être l'occasion de mettre un petit bémol sur la qualité de peinture de la version de Great Toys, puisque vous voyez que ici il y a des bavures
alors que chez Bandai, eh bien, c'est nickel. Donc sur l'intérieur de la main également, vous voyez les bavures ici sur Great Toys, et rien à dire sur la Bandai. La troisième main, donc typée Excalibur, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, puisque c'est une main quand même qu'on a coutume de voir. Vous remarquez simplement que la peinture est encore pas terrible au niveau de Great Toys ici. Et petite différence de choix, vous voyez au niveau du pouce, hein, le pouce est rentré vers la main pour Great Toys et le long des doigts pour Bandai. Et la dernière main avec les doigts crochus, là aussi, main très classique, plutôt bien mise en peinture des deux côtés, pas grand chose à dire. Donc ça c'était pour les mains. Maintenant donc on va passer aux pièces d'armure. Alors la première chose que je voudrais signaler, eh bien c'est la différence de coloris de peinture. Donc du côté de Great Toys, on a plutôt une peinture bleue mais qui tire plus sur le vert, alors que du côté de Bandai, eh bien on a une peinture bleue qui a des reflets verts, donc en fait un bleu turquoise. Du point de vue de la fidélité à l'animé, eh bien j'ai envie de dire que c'est plutôt du côté de Bandai ici, au niveau de la couleur, même si on n'y est pas tout à fait, puisque dans l'animé c'est une sorte de bleu-gris. Ici à mon avis c'est un peu trop bleu par rapport à l'animé, mais on est quand même plus dans des tonalités de bleu, alors que là on est plus dans des tonalités de vert, qui s'éloignent un petit peu de l'animé je trouve. Sinon, au niveau de la forme des pièces, c'est ça qui va m'intéresser vraiment ici pour ce comparatif, c'est qu'il y a quand même des différences assez notables sur ces pièces-là que je vais vous montrer. D'abord, au niveau du bas de la jambe, alors si j'ai choisi de vous montrer cette pièce-là, c'est pas tant en termes de motifs sur la jambe, puisque vous voyez que c'est tout de même assez proche. On voit les sortes d'écailles de dragon hein, qui ont bien été faites des deux côtés. En revanche, ce qui est intéressant, eh bien, c'est le bas de la jambière. Vous voyez que du point de vue de Great Toys, on a adopté une forme qui était enveloppante de la cheville du personnage, alors que du côté de Bandai, eh bien, on laisse la cheville totalement libre. Et ça, à mon avis, c'est une amélioration technique parce que c'était un des défauts de la figurine Great Toys, à savoir comme la cheville du personnage était très enveloppée, on manquait vraiment de latitude sur le mouvement de la cheville, que ce soit de façon latérale ou également surtout vers l'avant. Donc c'était très compliqué de pencher légèrement le personnage vers l'avant parce qu'on avait vraiment un blocage mécanique avec le pied du personnage. Ici, le fait que Bandai ait choisi de laisser la cheville totalement libre, à mon avis, va régler ce problème. Alors, pour l'instant, je ne peux pas en jurer, hein, puisque je n'ai pas encore monté la figurine, mais une fois que la figurine sera montée, une fois que je l'aurai posée, eh bien, ce sera l'occasion pour moi de mettre une conclusion là-dessus définitive. Mais déjà, vous voyez une différence ici de forme de pièce. Ensuite, au niveau du bouclier du dragon, donc pièce ô combien importante, puisque vraiment emblématique du personnage. Donc vous voyez que en termes de dessin, eh bien c'est tout de même assez proche. Hein. Par contre, la différence, c'est que le dessin de Great Toys, je pense qu'on le verra bien sur cette image, est en relief, alors que celui, vous voyez, de la Bandai est totalement plat. Bon, la fidélité, elle est chez Bandai ici, il n'y a pas de relief sur le bouclier du dragon, c'était quelque chose d'ailleurs que j'avais déjà souligné lors du passage en revue de la version 1 de chez Great Toys EX face à la version classique. Je vous renvoie bien sûr à cette revue. En revanche, eh bien, c'est un parti pris esthétique qui pourra plaire davantage à certaines personnes. Bon, moi, personnellement, ça me disconvient pas ni l'un ni l'autre, hein. J'aime bien les deux. Vous remarquez également qu'en termes de diamètre du bouclier, eh bien, on est un peu plus petit sur la version Bandai. Voilà, on arrive sur l'autre pièce emblématique de cette armure, à savoir l'avant-bras en tête de dragon. Alors, deux pièces qui ont une allure un peu différente, hein, puisque vous voyez qu'on est beaucoup plus profilé et agressif sur la version Great Toys, un peu plus carré sur la version Bandai. Donc on pourrait être tenté de croire que ici c'est Great Toys qui est dans le vrai, eh bien que nenni. C'est plutôt la version Bandai qui est dans le vrai par rapport à l'image que je vous mettrai à droite. Notamment dû au fait que vous voyez que ici le museau du dragon empiète trop a priori sur la main du personnage. Hein. Normalement le museau du dragon doit s'arrêter au niveau du poignet. Donc c'est ce qu'a respecté Bandai. Alors maintenant on verra ce que ça donne une fois la figurine montée, hein, pour voir s'il n'y a pas trop de délimitation entre le poing et l'avant-bras justement.
Mais en tout cas, du point de vue de la forme de la pièce, eh bien, on est plus dans la vérité chez Bandai. Même si on ne peut pas nier l'esthétique de la version Great Toys, hein, qui est quand même assez sympa, qui est bien agressive. Après, je dois dire que je préfère tout de même les yeux plus proéminents sur la version Bandai. Ils sont un petit peu trop renfrognés, je trouve, sur la version Great Toys. On a même d'ailleurs peine à les voir. Donc ça, c'était l'avant-bras. On arrive maintenant alors, sur une grosse pièce, la pièce du plastron. Alors, pièce du plastron, si j'ai choisi de vous la montrer, c'est pour deux raisons. D'abord, vous voyez qu'en termes de longueur, on n'est pas du tout sur la même chose. On a une pièce plus courte sur la version Bandai. Et surtout, il y a une grosse différence en termes d'esthétique, puisque vous voyez qu'ici, eh bien, on a un plastron qui s'ouvre à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on retire la pièce avant, et vous avez les deux pans ici qui s'ouvrent pour pouvoir mettre le plastron sur le personnage, ce qui crée ici, vous voyez, une délimitation qui n'est pas très esthétique. Et ça, eh bien, Bandai l'a évité avec une astuce qu'ils ont déjà utilisée à de nombreuses reprises sur leurs figurines, à savoir mettre une collerette en plastique. Donc c'est la solution qu'ils ont adoptée sur leur Dragon V1 par exemple. Hein. Donc une collerette en plastique qui permet ici d'éviter la jonction, puisque la jonction en fait elle est en dessous de la pièce métallique qui se met sur l'avant du plastron. Donc on retire cette pièce-là, et c'est à l'intérieur qu'il y a la jonction. Bah, je vais vous la montrer, ça évitera de décrire quelque chose qui n'est pas forcément évident à décrire. Vous voyez que cette petite collerette eh bien, se retire, et la jonction en fait ne se fait que ici. Donc le résultat, c'est que la pièce fait nettement plus finie. Ça fait moins figurine, quoi. Donc différence de finesse, hein, mais bon, j'ai envie de dire qu'on s'y attend, hein, parce que faut pas trop se leurrer, à mon avis, on risque d'avoir un petit truc qui ressemblera à ce que l'on a pu voir sur le Seiya V3 EX Bandai face à la version Great Toys. Bon, sans doute plus atténué, parce que la version Great Toys, elle n'était pas non plus, c'était pas non plus un tank comme la version de Pégase, mais en termes de finesse de pièces, déjà là, rien qu'à regarder les pièces, on voit des pièces quand même Bandai qui sont plus fines, mieux finies que les pièces de la version Great Toys. Pour terminer, je vais vous montrer donc l'épaulière, ce qui va être aussi l'occasion d'accentuer ce que je viens de dire, à savoir un peu plus de finesse hein, chez Bandai. Vous voyez que notamment l'épaulière est un peu plus courte. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir le choix différent qui a été adopté, à savoir la sous-épaulière, intégré dans la version Great Toys et à part dans la version Bandai. Hein, ça, je l'avais souligné lors de la découverte des pièces tout à l'heure. Je vais poser ça. Donc vous avez cette épaulière et la sous-épaulière qui viendra se fixer directement sur l'épaule du personnage. Alors à ce stade, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, en théorie, eh bien, ça permettra d'avoir une épaule qui suivra mieux la sous-épaulière. En tout cas, a priori, c'est l'idée qu'a voulu appliquer Bandai. Ce qui est intéressant également, c'est l'articulation de l'épaulière en elle-même. Alors cette articulation, elle se fait au moyen sur la Bandai de la patte du dragon. Donc vous voyez en fait ici donc ce qu'on pourrait dire le bras de la patte qui est articulé de haut en bas, donc ce qui va permettre de lever l'épaulière pour lever le bras du personnage. Mais également, vous voyez que ici, eh bien, il y a un point de rotation. Donc on vient fixer ça dans une boule à l'arrière du plastron, ce qui va permettre d'avoir un mouvement latéral de l'épaulière, même si je suis pas sûr que ça sera que l'amplitude sera très très grande. Mais en tout cas c'est l'idée. Remarquez qu'on a une vraie patte du dragon en entier, alors que bien sûr la version Great Toys, on a d'abord un système d'articulation qui n'est pas du tout le même, qui est en fait une articulation IX normale, donc qui offre un gros avantage, hein, c'est qu'en termes de mobilité, eh bien c'est impec, on peut vraiment la mettre dans tous les sens. Maintenant, le fait d'avoir l'épaulière, la sous-épaulière pardon, qui soit intégrée dans l'épaulière, va limiter tout de même l'amplitude de mouvement, parce qu'il s'agira vraiment de coller à l'épaule du personnage. Également, le défaut de ce système, c'est que vous voyez que c'est pas une vraie patte de dragon en fait. Hein. Vous avez ici la partie avant-bras, on pourrait dire, qui a été totalement supprimée. Donc ça fait un petit peu cheap quoi. Vous savez, c'est un petit peu comme ces faux nœuds de cravate qu'on met au moyen d'une broche pour éviter de faire un nœud de cravate.
C'est un peu à ça que ça me fait penser. Donc voilà hein, ce que je vais vous montrer au niveau des pièces. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences qui laissent vraiment augurer sans doute une différence de finesse entre les deux armures. Mais bon ça, on en discutera davantage après le montage. Et donc juste avant d'aborder le montage, on va s'intéresser au personnage de la Bandai EX sans armure. Allez, donc passage en revue du corps du personnage. Vous avez sur ce personnage en fait un corps du même type que celui qui avait été adopté sur le Seiya V3, donc à savoir un corps IX de type bronze, qui n'a pas, voyez, d'articulation de haut en bas au niveau du plastron et qui ne souffre pas d'un abdomen qui est d'un diamètre moins grand que le plastron parce qu'il n'y a pas de corset à mettre autour. Au niveau de l'esthétique du corps, eh bien, vous avez les fameux bandages donc, qui sont présents à la fois dans l'anime et dans le manga, donc qui ont été reproduits par Bandai. Et puis, ça va être aussi l'occasion pour nous de juger de cette chevelure. Donc j'essaye de vous la montrer un peu sous tous les angles pour vous montrer le fait qu'il y a une courbure, vous voyez, de celle-ci. Ce qui permettra peut-être, en tout cas je croise les doigts, qu'on n'ait pas trop de manque de mobilité au niveau de la tête, hein, ce qui était un des gros défauts de la version 2 du dragon. On avait une chevelure, cette longue tignasse de Shiryu qui avait tendance à bloquer au niveau des épaules. Ici, eh bien, j'espère qu'on aura moins ce problème-là, bon, même si j'ai quand même tendance à en douter, on verra bien ce que ça donne après le posing. Ce qui me laisse tout de même une lueur d'espoir, c'est que j'ai l'impression que le plastique est tout de même un peu plus souple que celui de la version 2. Donc ce qui fait que peut-être qu'on pourra un peu mieux placer ses cheveux sur les pièces d'armure. Mais bon, ça encore une fois, on en reparlera après le posing. Donc ça c'est pour ce qui est de l'esthétique, donc plutôt un joli personnage. Finalement on s'y fait pas mal hein, à sa tête, hein, même si elle fait un peu juvénile, comme je le disais tout à l'heure. Globalement c'est quand même un personnage agréable à regarder. Ensuite, au niveau du corps en lui-même, c'est parce que c'est aussi ça l'important, c'est au niveau de sa rigidité. Eh bien, comme d'habitude, au niveau du haut du corps, rien à dire, c'est bien rigide comme il faut. Pas trop, mais pas non plus pas assez. Donc tout va bien de ce côté-là. Ensuite, au niveau de l'entrejambe, eh bien, c'est, vous voyez, assez moyen. Hein. Alors, c'est pas non plus souple, mais c'est pas ce que Bandai nous a fait de plus rigide dans ses figurines, hein, clairement. On n'est pas dans une rigidité comme je vous avais montré pour le Bud d'Alcor. Hein. Vous voyez qu'on a tendance à descendre tout de même. Alors cette jambe est un peu plus rigide. Au niveau des genoux, en revanche, c'est bien rigide comme il faut. Vous voyez que le genou n'a pas plié quand j'ai secoué la jambe. Et ça, des deux côtés. Au niveau des chevilles, rien à dire. C'est bien rigide comme il faut. Donc globalement, je dirais qu'en termes de rigidité, on est sur un corps de rigidité moyenne. Pas dans ce que Bandai a fait de pire, mais certainement pas dans ce qu'il a fait de meilleur. Donc voilà pour ce qui est de ce corps. Donc maintenant, eh bien, je vais vous faire exactement la même chose que ce que j'avais fait avec Seiya, à savoir le montage en stop motion, un peu à la façon de l'anime. A tout de suite. Allez, première impression à l'issue de ce montage en stop motion, et je dois vous avouer que lorsque je fais un montage en stop motion, eh bien j'ai du mal à apprécier la figurine tout le temps que je suis en train de la monter, tout simplement parce qu'il faut faire preuve de grande précision d'une prise à l'autre, éviter de bouger de quelques millimètres, sinon ça donne rien. Et même en faisant ça, il y a quand même des bourdes qui se font, hein, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, le résultat est loin d'être parfait. Et ce qui fait que on a du mal à apprécier la figurine. Et je dois dire qu'une fois que ce montage est achevé, une fois que j'ai eu terminé cette pause, eh bien j'ai ressenti un grand waouh. Waouh, 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 mamma mia, regardez-moi ça, cette figurine.
incroyable de dynamisme. Et ceci est grandement dû, vous voyez, à cette chevelure au vent qui retranscrit de façon un peu artificielle tout le mouvement que l'on peut avoir dans l'animé. Donc là, vraiment, coup de chapeau Bandai de nous avoir fourni ces chevelures bonus qui donnent une toute autre dimension à cette figurine. Et j'espère vraiment que ça ne sera pas un one-shot et qu'ils auront encore cette bonne idée pour d'autres figurines à venir parce que vraiment là, ça change tout au tout l'exposition. Donc ce qui veut dire également que ça sera un peu une leçon pour plus tard, à savoir que le visage d'une figurine est bien entendu très important, et celui-ci est ô combien imparfait, mais néanmoins, ce n'est pas primordial pour avoir un rendu sublime. Regardez-moi ça, ce visage maintenant passe très bien, il est très homogène avec le reste de la figurine. C'est une tuerie. Alors je n'ai pu résister à vous montrer juste à côté ces comparses de chez Great Toys ici et de chez Bandai Classic là, pour vous montrer le contraste entre ces trois versions, entre cette version Bandai EX et les deux autres. Alors bien sûr, ce contraste est très biaisé, hein, dans le sens où ces comparses sont dans une position neutre, qui est en fait la position du Setei qui sera reproduite pour le bilan. Mais même si on met ça un peu de côté, on ne peut qu'être frappé par la finesse qui se dégage de cette version Bandai. Alors ici, j'avais envie surtout de mettre l'accent sur le contraste par rapport à la version classique, parce que celle-ci, vous ne la retrouverez pas dans le bilan, puisque celui-ci sera vraiment consacré au contraste entre ces deux figurines, que je prendrai soin évidemment de mettre dans la même position. Donc ici, je vais vous parler de la version classique. Donc version classique qui était très sympa, mais qui souffrait quand même de problèmes. Alors, problème numéro 1, vous voyez, eh bien, c'est ces chevilles qui sont enveloppées par le bas de la pièce d'armure, comme l'a fait d'ailleurs Great Toys, qui fait un peu supprimer de la mobilité au personnage. Ensuite, eh bien, vous aviez un corps de type G2, ce qui fait qu'il y avait quand même pas mal les articulations qui étaient apparentes, notamment, vous voyez, ici au niveau des épaules. Et d'ailleurs, c'est ici que vous voyez l'inconvénient de mettre une épaulière avec une sous-épaulière intégrée, c'est que même en essayant de coller complètement au personnage, on ne peut pas camoufler les trous de vis. Donc ça a été évidemment totalement supprimé par ce nouveau système qu'a adopté Bandai sur sa version EX, même si de toute façon il n'y avait pas de trou de vis sur un corps EX. Mais tout de même, ça permet de camoufler le corps du personnage et d'être au plus près de celui-ci. Sinon, cette figurine classique souffrait également d'un problème de peinture. La peinture était très fragile et avait tendance à s'écailler sur les parties plastiques, notamment au niveau du casque. Casque d'ailleurs qui était une plaie à mettre sur cette figurine. Sinon, à part ça, bien, vous voyez qu'elle donnait quand même pas mal le change pour une figurine qui date, je vous le rappelle, de 2005. J'ai oublié de vous parler du montage en lui-même et des difficultés ou pas que j'ai pu avoir lors de ce montage. Eh bien, pour ce qui est du bas de la figurine, rien à dire, hein, ça s'est monté très bien. Un peu de difficulté sur la boucle de ceinture qui n'a pas fini à mon avis de vous faire enrager. Donc il faut vraiment ici prendre son temps et bien coulisser l'attache à l'intérieur en essayant d'être le plus patient possible. Et également, ce qui peut poser des problèmes au niveau du montage, c'est le montage de ces épaulières. Donc c'est un système qui est un petit peu compliqué, hein, puisque vous voyez que c'est la patte du dragon qui tient l'épaulière. Donc la base, c'est une boule, donc vous avez un trou dans la patte qu'il faut mettre sur cette boule. Donc c'est pas forcément évident à emboîter. Bon, une fois que c'est dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même pas forcément le système le plus simple pour monter une épaulière. Alors maintenant que j'ai bougé la figurine, j'ai peur qu'elle se casse la figure, mais vous voyez que non, elle a plutôt un bon équilibre, et ceci dit, pourtant vous voyez qu'elle est sur demi-pointe, donc ça vraiment ça laisse aussi augurer de bonnes choses pour le posing que je vais vous réaliser juste après. En tout cas, je l'espère. Sinon, pour le reste, eh bien, au niveau de la mèche, justement, vous avez une petite pièce de la mèche avant à enlever pour pouvoir monter le casque.
Bon, ça simplifie grandement le montage, hein, pas comme pour cette version classique, mais c'est quand même toujours un peu ardu. Il faut glisser le casque sous la houppette, ce qui n'est pas forcément évident. Donc évidemment, prenez votre temps. Essayez également de démonter la partie avant du diadème ici pour éviter de coller vos doigts dessus, ce qui aura pour effet de retirer la peinture. Au moins, si vous retirez la peinture, ça sera sous la partie avant du diadème, donc ça ne se verra pas. Mais sinon, en dehors de ça, eh bien, ça s'est très bien passé. Donc voilà pour ce qui est de ces premières impressions. Petite session de posing et on se retrouve juste après pour le bilan face à la version Great Toys.
Allez, donc c'est parti pour ce bilan, avec comme d'habitude l'analyse de conformité que je vais faire grâce au setei fourni par mon camarade DFK ici à gauche. DFK que je vais remercier tout particulièrement aujourd'hui parce qu'il m'a accompli un gros travail de forçat pour restaurer ce setei, et tout ça en un temps record, donc merci à toi camarade, merci d'avoir bossé pour cette revue. Au niveau de la conformité, on démarre par le bas de la figurine avec ce que j'avais dit tout à l'heure concernant la jambière de la version Great Toys. Malheureusement, elle a un côté enveloppant au niveau des chevilles qui n'est pas vraiment conforme à ce que vous avez sur le setei, chose qui a bien entendu été corrigée sur la version EX. J'ai oublié de dire un mot sur ses pieds qui sont légèrement plus petits sur la version Bandai par rapport à la version Great Toys. Sinon, pour la jambière en elle-même, bien vous voyez que des deux côtés, elle est plutôt bien fidèle, avec notamment la reproduction de ces sortes de petites écailles de dragon. Au niveau de la genouillère, elle est plutôt bien proportionnée sur les deux, donc pour l'instant, pour ce qui est du bas de la figurine, eh bien pas grand chose à dire des deux côtés. Au niveau de la ceinture, en revanche, là il va y avoir quand même des choses à dire. D'abord, pour ce qui est de la version Great Toys, vous voyez qu'on a une boucle de ceinture qui est quand même très imposante, en fait, qui est très haute, qui monte jusque très haut sur l'abdomen, ce qui n'est pas du tout le cas pour la version Bandai. Vous voyez qu'elle est plus large que haute, et donc elle monte moins haut au niveau de l'abdomen. Si on regarde par rapport au setei, eh bien on se rend compte que c'est bien sûr Bandai ici qui est dans le vrai. Donc on a en fait une boucle de ceinture qui est malheureusement trop imposante sur la version Great Toys, et ce qui a une incidence, vous voyez, avec le plastron, puisque ça monte pour rejoindre presque le plastron, ce qui a tendance un peu à entraver là aussi la mobilité, dès lors que vous allez avoir tendance à tordre un peu le buste vers l'avant. Donc vous aurez parfois même ces deux pièces-là qui vont venir un petit peu s'entrechoquer. Donc ça, c'était un défaut qu'a bien sûr rectifié Bandai, puisque vous voyez que même au niveau du plastron d'ailleurs qui descend trop bas pour la version Great Toys, eh bien au niveau de Bandai, ils ont raccourci cela, encore une fois, pour coller davantage au setei. Donc vous avez un plastron sur la Bandai qui est nettement plus fin que celui de la Great Toys. Vous voyez que ici on a quand même une pièce qui est assez massive, et également plus esthétique sur la Bandai du fait, vous voyez, de cette jonction de fermeture du plastron qui a été camouflée au moyen d'une petite collerette en plastique. On arrive maintenant sur les épaulières, donc épaulières de part et d'autre qui ont à peu près la même longueur, un petit peu plus courte sur la Bandai, et aussi surtout la forme de l'épaulière de la Bandai est plus fidèle au setei que vous avez à gauche, puisque vous voyez que ici on est un peu trop recourbé sur la version Great Toys. Également, je rementionne le fait qu'on a ces petites sous-épaulières qui maintenant viennent totalement s'intégrer sur l'épaule du personnage, ce qui permet bien entendu de coller toujours au personnage, quelle que soit la position que vous allez adopter. Donc au départ, j'étais un peu sceptique concernant ce système-là, mais au final, je me rends compte que c'est sans doute la bonne solution. Pour ce qui est des bras maintenant, eh bien je vais pas en dire grand chose parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de la découverte des pièces, à savoir donc un bouclier qui est plus fidèle sur la version Bandai du fait d'un motif qui n'est pas en relief, ce qu'a fait Great Toys, une tête de dragon qui est également plus fidèle sur la version Bandai, mais également surtout un gros défaut de la version Great Toys qui a été rectifié là aussi sur la Bandai, à savoir le fait que, vous voyez que au niveau de ses bras, on a du mal à les placer sur le côté. Donc vous voyez que en fait là j'aurais aimé mettre le bouclier plus vers l'avant et ensuite retourner le bras comme j'ai pu le faire, vous voyez, sur la Bandai, mais malheureusement je ne peux pas le faire puisque l'avant-bras du personnage est trop épais pour les attaches, ce qui fait que à moins de raboter le bras du personnage, si je veux mettre les boucliers dans cette position là, je suis condamné à tourner les bras de cette façon, ce qui n'est franchement pas joli. Ce qui veut dire que quand on va poser cette figurine Great Toys, on va être un peu condamné à lui plier les bras pour éviter d'avoir à mettre cette configuration-là de bras qui n'est vraiment pas esthétique. Alors certains se diront que peut-être j'exagère, peut-être que j'ai pas vraiment essayé. Eh bien, si vous possédez la figurine, je vous encourage à essayer de le faire. C'est très simple, si vous mettez les avant-bras comme ça sur le côté, pour dire de camoufler l'articulation, eh bien vous n'arriverez pas simplement à emboîter les mains. Au niveau de la Bandai, eh bien il n'y a pas de souci, je dirais même qu'il y a même un peu trop de jeu sur le bouclier, encore que, non, vous voyez, ça se passe plutôt bien, mais tout à l'heure en montant un peu la figurine, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de jeu, mais au final, c'est plutôt bien taillé. Donc on n'a pas ce problème-là sur la Bandai, ce qui bien entendu ajoute là encore une fois au rendu de la figurine.
Il me reste à évoquer l'arrière de la figurine parce qu'au niveau de la tête, je vais rien rajouter du tout. J'ai déjà passé suffisamment de temps tout à l'heure lors de la découverte des visages. Je vais simplement vous parler de l'arrière de la figurine en essayant de ne pas tout faire tomber. Simplement pour vous montrer encore une fois la différence de finesse entre les deux. On remarque un peu le côté un peu carré du personnage de chez Great Toys, avec le côté un peu plus en rondeur de celui de chez Bandai, et aussi ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ces pattes du dragon qui ont été totalement raccourcies et qui sont vraiment bien reproduites ici sur la version officielle. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'analyse de conformité, ce qui va nous amener au bilan, qui je pense, vous l'aurez compris, va être en faveur ici de la version Bandai. Alors on va commencer tout de suite par les points positifs. Donc du point de vue des points positifs au niveau de la Bandai, je vais évoquer le tarif. On a un tarif qui est aux alentours de 90 € contre une soixantaine d'euros pour cette version bootleg. Alors ça a l'air d'être plutôt en faveur de la version pirate, néanmoins il faut bien entendu garder à l'esprit qu'il n'y a pas de forme objet fourni avec la version bootleg, et aussi en termes de packaging, on a un truc qui est vraiment sommaire. Donc tout ça vous l'avez sur la Bandai, ce qui me fait dire que du point de vue rapport qualité-prix, eh bien c'est plutôt à l'avantage de Bandai ici. Et d'ailleurs c'est un peu en cohérence avec ce deuxième point positif que je vais évoquer, à savoir la richesse des contenus sur la version Bandai. On a quand même pas mal de bonus qui nous sont donnés, que même on n'espérait pas de la part de Bandai, qui a plutôt un naturel assez radin ces derniers temps. Donc je vais évoquer bien entendu les chevelures dynamiques qui donnent un rendu, j'allais dire, formidable à la figurine. Vous avez pas moins de 5 visages, ce qui est quand même plutôt bien, sachant que même parfois Bandai ne nous en donne que 3. Vous avez aussi cet ajout qui, moi personnellement, me fait plaisir, de cette main de Shura qui permet de reproduire la poignée de main avec Shiryu devant le mur de lamentation. Donc tout ça fait qu'au niveau des contenus, eh bien, même si c'est une petite boîte, il y en a quand même pas mal dedans. Troisième point positif, c'est la fidélité de la figurine dans sa globalité par rapport au Setei. Je pense que vous avez dû vous en rendre bien compte avec l'analyse de conformité tout à l'heure. On a franchi un cap par rapport à cette figurine Great Toys qui ne démérite pas parce que son rendu était quand même plutôt sympa. En tout cas, c'était l'une des mieux réussies de cette gamme. Mais ici, eh bien, je pense que vous vous en rendez compte, on est passé vraiment à un level supérieur du point de vue de la marque officielle. Et enfin, ça va être lié à mon dernier point positif, à savoir le rendu exceptionnel de cette figurine dans les positions dynamiques. C'est très simple, les chevelures dynamiques alliées à une pose dynamique du personnage nous font vraiment penser qu'on a le personnage de l'animé face à nous. Côté point négatif maintenant, eh bien il n'y a pas grand chose. D'abord il y a les chevelures civiles qui ont un côté un peu cheap, faut bien le dire. Je dirais même que quand j'ai découvert la figurine, ça m'a fait un petit peu peur. Bon, maintenant on va pas être nombreux à exposer Shiryu sans son casque à mon avis, donc c'est un inconvénient qui reste mineur. Un peu plus problématique, en revanche, ce sont les visages qui ont un côté trop rond et qui ont des iris un peu trop grosses, ce qui confère au visage un côté un peu féminin, un peu juvénile, ce qui est malheureusement en désaccord avec le personnage de Shiryu. Enfin, on regrettera en plein milieu de cette générosité de Bandai, un petit côté pingre tout de même, à nous mettre seulement un jeu de protège-main, alors qu'on attendrait vraiment un deuxième jeu, surtout vu la peinture fragile de ces figurines en ce moment. Et donc, néanmoins, malgré ces défauts, est-ce que je conseillerais l'achat de cette figurine? Eh bien, la réponse est un grand oui, évidemment. Donc, bien sûr, si vous possédez déjà le Seiya V3 de chez Bandai en version EX, je pense que l'achat va de soi. Si vous possédez uniquement la gamme des Great Toys, eh bien, je vais dire que ça peut se réfléchir, dans le sens où le Dragon EX Great Toys est moins à la rue que pouvait l'être le Seiya. Maintenant, il y a quand même un gros level up en ce qui concerne la figurine Bandai, aussi bien en ce qui concerne la fidélité au Setei, que également de par le dynamisme que la figurine dégage. On a presque l'impression d'avoir le personnage de l'animé face à soi. Vous l'aurez donc compris, pour moi, malgré ses défauts, cette figurine est une réussite, et je dirais même que à ce stade, eh bien, c'est mon coup de cœur 2022. Elle m'a laissé vraiment sur le cul, et je ne peux que en conseiller son achat. Donc voilà qui conclut une revue d'une figurine tout à fait exceptionnelle, qui était cette revue numéro 69, et donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce vers le haut ou vers le bas. Nous concernant, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour le Casa de Limnad lors de la revue numéro 70. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.